déjà, l'honnêteté m'oblige à vous dire que la méthodologie qu'on vous présente, elle n'est pas encore tout à fait finalisée. Lorsqu'on a proposé de venir communiquer, on pensait que ce serait fait, mais il y a une certaine phase de terrain qu'on n'a pas pu réaliser, mais c'est pas grave. On va quand même vous montrer la démarche et puis le fait que les résultats obtenus laissent augurer des choses intéressantes. Alors du coup, l'objectif, c'était de mettre en place la problématique. Je reviendrai sur le terrain d'étude après, il y a 2 diapos qui sont inversés. Donc la problématique, c'était effectivement une volonté de cartographier les zones humides. Mais le problème pour cartographier les zones humides, c'est que souvent elles sont cachées dans les forêts. Des fois, les structures, elles ont des moyens limités. Et il nécessite d'approcher une approche autre que aussi la télédétection. Pourquoi? Parce que la télédétection, effectivement, les données sont gratuites. Mais dans les structures, il n'y a pas forcément un télédétecteur, il n'y a pas forcément non plus tout le temps les moyens d'embaucher quelqu'un spécifiquement sur cette donnée, alors que dans les parcs naturels régionaux, par exemple, il y a tout le temps un géomaticien. Donc du coup, on propose une méthode basée sur la géomatique. Alors notre proposition, c'est pas de cartographier du tout les zones humides, mais au contraire, c'est de modéliser leur présence. Essayer de voir où est-ce qu'elles ont une probabilité importante de présence, de manière à justement aiguiller la cartographie de terrain. Et donc il s'agit bien ici d'une modélisation qui vise à cartographier des zones potentiellement humides, de manière à guider les futures prospections terrain. Alors, je reviens en arrière pour notre terrain d'étude. Sur cette présentation-là et pour cette méthode, le terrain d'étude, c'est le bassin versant de l'Adore, qui est à cheval entre le département de la Loire et le département du Puy-de-Dôme, avec une superficie de 1716 km², 3 massifs granitiques, 2 zones de plaine qui sont présentes, une ici donc avec la plaine d'Ambert et puis une partie sur la Limagne. 2 forts dénivelés, on va de 261 mètres pour le point le plus bas à 1634 mètres à Pierre-sur-Aude. Et surtout un couvert forestier important. 64% du territoire est couvert par des forêts fermées, qui va empêcher effectivement des travaux de télédétection et aussi des travaux même de photo-interprétation. Et donc, par contre, oui, j'oubliais l'essentiel, de nombreuses zones humides. Alors du coup, on met en place une méthode SIG qui est basée sur la combinaison d'un certain nombre de facteurs. Alors on a besoin de données pour ça. Les données qui sont disponibles, c'est le MNT de la BD Alti-IGN, qui a une résolution de 25 mètres. Alors maintenant on commence à avoir des MNT qui sont plus précis, mais nous on avait fait ce choix d'utiliser le MNT d'IGN qui permettait d'avoir une base de données qui était un peu moins lourde à manipuler. La carte géologique au 1/50 millième, avec ses défauts, des formations superficielles cartées sur certaines planches, pas cartées sur d'autres planches, des géomorphologues ou des géologues ou des pédologues dans certains cas qui n'ont pas carté exactement les mêmes éléments de la même façon. Donc voilà. Des données de Météo France, le CM25 IGN, la BD Ortho IGN, ainsi que les orthophotographies du CREG, Centre régional pour l'information Auvergnat pour l'information géographique, qui met à disposition des orthophotos en RVB, donc en rouge, vert, bleu, et en IRC, en infrarouge couleur. Alors la géologie, je vais vite parce que le temps qui m'est donné est limité. Donc effectivement, on a fait une reclassification des différentes formations géologiques et des formations superficielles en fonction d'un critère plus ou moins favorable à la mise en place des zones humides, en allant du socle jusqu'aux alluvions modernes et en passant par quelque chose qu'on a rajouté, une modélisation de la présence des surfaces d'érosion sur les surfaces tertiaires dans le massif central, où effectivement vont se mettre en place des manteaux d'arène, des manteaux aréniques qui vont avoir tendance sur le massif central à jouer une espèce d'éponge humide qui va favoriser la mise en place des zones humides. Donc on a une modélisation que l'on rajoute à la couche précédente qui nous permet d'avoir une couche géologique, géomorphologique. Deuxièmement, les formes de terrain qui sont calculées dans le logiciel Sagagis avec les algorithmes de Joe Wood.
et qui sont couplés à deux échelles différentes. C'est-à-dire qu'en fait, cet algorithme permet de calculer les formes de terrain à différentes échelles. Et nous, on a pris deux échelles. On a choisi en fonction du territoire, en fonction du relief du territoire, à 150 mètres et puis à 450 mètres. C'est-à-dire des fenêtres de 500 mètres sur 500 mètres, de manière à essayer de mettre en évidence ces formes de terrain. Les trois grandes formes de terrain qu'on met en place, en gros, sont les zones, les talwegs, avec les zones concaves, les zones planes, pas plates, mais planes, qui correspondent aux versants, et les zones qui sont convexes et qui correspondent aux crêtes, au sommet. Un autre indice que l'on prend en compte, c'est l'indice d'humidité, qui est calculé dans Saga GIS également, qui est le Saga WTS Index, qui est tout simplement un indice de Riemann-Kirby, mais amélioré, puisqu'il permet de mieux prendre en compte, en tout cas, la surface, l'air drainé en amont. Je passe le détail. Ensuite, on prend un autre élément qui est la surface au-dessus des cours d'eau. Au-dessus des talwegs même, plus précisément, puisqu'il peut y avoir des cours d'eau temporaires qui ne sont pas forcément captés, ou des talwegs qui ne présentent pas forcément de cours d'eau permanents, et qui permettent de prendre en compte deux gros effets. C'est dans les plaines, dans les grandes plaines alluviales, de permettre de mettre en évidence des reliefs qui sont très peu marqués et qui ne sont pas forcément pris en compte par l'algorithme précédent de forme de terrain, et puis de discriminater un petit peu les versants qui sont plus encaissés, très pentus, de manière à limiter en fait l'influence de l'indice d'humidité sur ce type de bassin. Ensuite, les sources. On a essayé de prendre en compte les sources. Le problème, c'est qu'il n'existe pas réellement de cartographie exhaustive de toutes les sources qui existent. Donc, on a couplé à la fois ce qui était présent sur la SCAL 25 et puis également quelques connaissances locales de présence de sources. Et on a pris leur air drainé en aval, de manière à essayer de prendre en compte les zones d'influence de ces sources-là. Et on l'a couplé avec cet arbre décisionnel, avec la pente, avec des pentes plus ou moins fortes, plus ou moins faibles, avec la limite de 7 degrés que l'on prend chez Bollig, je crois, dans la bibliographie. Et puis la présence ou non d'arènes. Pour cela, on utilise la carte que l'on a modélisée. Enfin, le facteur climatique, c'est tout simplement l'indice de Gossen qui est pris en compte. La combinaison, maintenant, on combine tout ça avec le logiciel Egrisy, un modèle multicritère, qui est basé sur la méthode de Satis, une méthode classique en multicritères, sans hiérarchisation, sans pondération de ces facteurs, ce qui évite une certaine part de subjectivité. Et puis, en fait, selon les experts, aucun ne voudra pondérer les différents facteurs de la même façon. Donc là, on ne s'embête pas, on n'a pas de poids. Et on obtient normalement un fichier pour chaque pixel du territoire, puisque là on travaille en mode raster, avec une note, on va dire, qui va de 0 à 255. 255, c'est les zones qui, a priori, sont les plus humides. Alors voilà le résultat que l'on obtient. La cartographie qui est présente là-bas nous montre les zones qui ont une bonne note, celles qui ont une bonne note. Donc on tend vers le noir, plus la note est importante, donc plus il y a une grande probabilité de zones humides. Et puis plus on va vers le blanc, plus la probabilité de zones humides est faible. On se retrouve donc avec des valeurs qui vont de 8 à 196, 0 et 55, c'est les valeurs extrêmes théoriquement, que l'on peut théoriquement obtenir. Une moyenne, un écart type, une médiane, qui vont les valeurs qui sont présentes ici. Je me dépêche pour retenir dans les temps, pour pas Guillaume me gronde. Alors le problème, c'est qu'on a des valeurs qui vont de 6 à, je ne me rappelle plus déjà, de 8 à 196, mais où est-ce que je mets la différence, la limite entre ce qui est humide et ce qui n'est pas humide? Et ça, souvent, on l'avait déjà eu fait, ce type de méthode. On utilisait des seuils des seuils de Jenks, des méthodes plus ou moins empiriques. On avait décidé cette fois d'essayer de trouver la vraie limite. Une vraie limite, pas la vraie limite. Et donc, de fait, on a décidé de repartir du terrain. Et donc, on a fait un tirage aléatoire sur l'ensemble de notre zone de 200 points. Et sur ces 200 points, on ne voulait pas aller tous les visiter, parce que c'est lourd d'aller visiter 200 points sur le terrain. Le territoire est grand, Saint-Étienne est long, et pas très loin, mais pas à côté. Donc on a essayé de caractériser chacun de ces points en fonction de leur caractère humide ou pas,
D'abord avec de la télé, de la photo-interprétation. Alors vous allez me dire 65% du temps, on ne peut pas faire de la photo-interprétation des infectionnels. Oui, mais parce qu'on a pris l'orthophoto IRC et surtout aussi, on a quand même pris le scan 25 de manière à voir globalement comment se localiser ce point. Hein. Si on voyait qu'il était sur une butte, j'y arriverai pas, hein, je te le dis. 5 minutes, c'est. Si on voit que ce point il est dans le bois, certes, mais sur une butte loin de tout cours d'eau, a priori il y a plus de chances pour qu'il soit lui. Donc on a pris on a été peut-être un petit peu léger là-dessus, mais on a pris cette idée. Et puis, du coup, il y a quand même 21 points qu'on n'a pas réussi à caractériser et on allait les voir sur le terrain. Des fois, comme c'était des points qui étaient tirés aléatoirement, des fois ils étaient à des endroits pas très accessibles, mais on y allait. Et ces 21 points, c'est 2 jours complets de terrain pour aller se rendre sur l'ensemble des points répartis sur l'ensemble quand même du bassin versant. Alors, du coup, on a regardé un petit peu quelles étaient les valeurs qu'on obtenait sur la fameuse couche NCE pour cet échantillon de 200 points. On se retrouve donc avec une valeur minimum de 11, une valeur maximum de 150, et ce qui est le plus important, c'est la moyenne à 59, l'écart type à 36,8 et la médiane à 52. Et a priori, il faut que j'appuie, excusez-moi, et des valeurs qui sont quasiment similaires pour l'ensemble du bassin versant. On a jugé que notre échantillon, a priori, il était représentatif de l'ensemble du territoire. Et qu'on avait 144 points humides, et 56 points qui étaient, 144 points qui n'étaient pas humides et 56 points qui étaient humides. Donc avec un filtre, c'est-à-dire la valeur qui me permet de séparer mon échantillon en 2 valeurs, hein, qui correspondait au quantile 72. Quantile 72 qui donnait comme valeur pour l'échantillon 85 et pour le BV 79. Alors vous allez me dire, 79, 85, c'est quand même un petit peu important, mais lorsqu'on regarde l'ensemble des échantillons, l'ensemble des valeurs pour l'ensemble des échantillons, on s'aperçoit que l'on passe de 75 à 85 en passant par juste limite de 80. Là, il y a quelque chose qui se passe, hein. Il y a un saut, il y a un bond dans les valeurs, alors qu'avant et après, ce sont des valeurs qui sont quasi continues. Donc du coup, on a décidé que ce qui va nous permettre de diviser notre bassin versant en deux groupes, humides et pas humides, c'était la valeur de MCA à 79. Mais du coup, on s'est retrouvé avec des erreurs quand même. On s'est retrouvé avec des points qui étaient mal classés. En gros, si on regarde sur la carte, hein, lorsque j'ai la même couleur, j'ai une bonne prédiction entre guillemets, vous comprendrez après pourquoi. Et puis lorsque j'ai 2 valeurs différentes, par contre il y a un problème, soit dans un sens ou dans l'autre, soit le point a été traité, est considéré comme étant humide alors que sur le terrain il est sec, soit inversement. On se retrouve avec un taux de réussite, il ne faudrait pas dire réussite ici, de 87%, avec 74 réussites, 74 points qui sont bien effectivement classés dans la bonne classe de modélisation. Et puis 26 échecs. Répartis, en grosso modo, hein, c'est 14 d'un côté et 12 de l'autre. On voit ici correspondent des échecs. Ça, ce sont des points qui sont humides et qui ont été classés en non humide. Et ça, ce sont des points secs qui ont été classés en humide. On s'aperçoit quand même qu'ils sont très limités. Hein, pour les valeurs extrêmes, j'ai pas d'erreur pour les valeurs extrêmes. Alors du coup, on est allé voir un peu à posteriori pour comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Soit notre modélisation n'est pas bonne, soit notre méthode là, pour obtenir le 79 c'est pas bon, soit il y a quelque chose qui peut s'expliquer plus simplement. Alors on allait voir certains points qui étaient faux et on s'est dit, on a repéré différents cas de figure. Ça, clairement, c'est le même effet qui manque de précision à 25 mètres pour certaines zones. Hein, lorsque l'on rajoute quand on rajoute la carte topo, on s'aperçoit qu'on a un resserrement, une plus grande pente. L'algorithme a mal classé les formes de terrain. On a une interruption. Cette interruption, c'est une erreur, hein, certes, mais bon, quelqu'un qui irait sur le terrain verrait qu'il y a un problème. Donc c'est des formes de topographie qui sont mal détectées ou pas détectées. Je zoome un petit peu, on a ce cas de figure-là, hein, c'est pareil, on s'aperçoit vraiment que là on est en tête de bassin versant. La tête de bassin versant elle arrive ici. Là c'est pareil, la détection des têtes de bassin versant avec le MNT à 25 mètres elle est très difficile, hein, parce qu'on n'a pas suffisamment
de dénivelé, ou le relief n'est pas suffisamment marqué, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. On s'aperçoit qu'on est vraiment en bordure d'un cours d'eau temporaire. Ça, c'est mon alarme, je sais, Guillaume, tu vois, j'essaie de dépasser, mais je ne mets pas pour longtemps. Ça, c'est un exemple, je suis en limite de zone, à 1 pixel près, je suis bon, je suis pas bon. Et ça, c'est aussi lié à la précision de l'humidité. On travaille avec la précision de l'humidité qui est à 25 mètres. Tous nos fichiers, on les a mis à 25 mètres. Ça ne sert à rien d'essayer de réduire cette précision, on n'aurait pas gagné d'informations, on aurait peut-être même perdu. Un autre cas de figure, alors ça, par contre, ça c'est le contraire. J'ai dit, enfin, à la photo-interprétation, on avait dit qu'il était sec, manifestement il est dans une zone qui est considérée comme humide. Alors quand on va voir un petit peu sur le terrain ce qui se passe, on s'aperçoit que c'est une parcelle qui est drainée en fait. Et peut-être que notre parti pris au début de dire on va aller voir vraiment ce qui se passe sur le terrain, c'est sec ou c'est pas sec, on ne regarde pas le contexte, n'était peut-être pas la meilleure solution. Ça, on va y réfléchir et voir à corriger ce problème après. Un autre cas de figure, c'est tout simplement ce qui est lié à l'urbanisme. Là, le point, il est sur un remblai qui a été créé pour mettre un hangar dans un virage, au bord de cours d'eau. Ah oui, il était sec, mais peut-être qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui avait mis un gros remblai, on serait dans une zone qui serait plutôt humide. Pareil, c'est pas vraiment un échec, c'est un échec sur... c'est un échec frustrant encore celui-ci. Et donc là, sur Google Maps, on voit très très bien le remblai qui a été mis en place au bord de la route. Un dernier exemple, voilà, j'étais sur une maison. Alors de fait, en plus, autour d'une ferme, a priori c'est pas humide, c'est super drainé en fait. Donc là, c'est vraiment l'aspect anthropique qui entre en compte. Donc du coup, j'ai fait une petite typologie des 26 erreurs. Je viens de vous la dire oralement, je passe vite sur la diapositive parce que Guillaume il me regarde avec des gros yeux. Et je reviens tout de suite à ma conclusion, Guillaume. Donc, l'objectif, c'est bien de carter des zones qui sont potentiellement humides et pas du tout de carter de faire la cartographie des zones humides. Ça pourrait vous intéresser, hein, si vous ne voulez pas faire du systématique, par exemple, comme vous l'avez présenté. Enfin, ça peut répondre à la question qui a été posée tout à l'heure. Sur ces 26 erreurs, il y en a on peut se demander si c'est vraiment des erreurs d'ailleurs. Drainage, zone anthropique, c'est pas vraiment des erreurs de modélisation, c'est un cas du modèle. L'avantage, c'était que c'était relativement simple pour mettre en place par le géomaticien d'une structure locale qui ne nécessitait pas de données onéreuses. Toutes les données, elles sont gratuites, sauf peut-être la géode. Pas d'outils lourds et complexes, hein, pas de Envy, pas de Deconition, pas de script Python, pas de données LIDAR à maîtriser. Tout le monde, c'est pas encore. Je sais qu'elles existent ces données, mais elles ne sont pas encore non plus totalement démocratisées, on va dire, et utilisées par tous. Et puis, par contre, elle nécessite une bonne connaissance de terrain. Ça, c'est indispensable, et du terrain. Alors, la finalisation qui est nécessaire, elle est double. Un, c'est réfléchir à la façon dont on caractérise nos points par photo-interprétation. Est-ce qu'on est strict ou est-ce qu'on prend en compte quand même le contexte local? Et puis, la deuxièmement, c'est la validation. Là, pour valider, on utilise pour l'instant, pour ce qui est présenté aujourd'hui, on a utilisé finalement l'échantillon qui nous a servi à la calibration pour valider notre méthode. Scientifiquement, c'est quand même pas très sérieux. Donc là, on a un autre point. Non, mais attendez. On a un autre échantillon aléatoire qui lui va nous servir de validation. On n'a pas pu finir, c'est la partie effectivement de la trentaine de points qu'on ne peut pas caractériser sans aller sur le terrain. On n'a pas pu encore faire cette campagne de terrain, mais sur les 170 autres points qu'il nous manque, on a des résultats qui a priori corroborent à peu près notre méthodologie. Donc voilà. Je suis désolé d'avoir dépassé Guillaume. Non mais c'est pas grave, enfin je veux dire, bon bah c'est pas grave, il y aura pas de questions. Non, non. Très bien. Il y avait un certain nombre d'erreurs qui étaient dues à une certaine imprécision du MNT. Du coup, peut-être que travailler avec un MNT pas de 5 mètres, ça pourrait résoudre. Alors on pourrait récupérer le RGEALTI. Effectivement, le RGEALTI, il y a quand même pas mal d'interfacts. Pour l'avoir beaucoup manipulé, on s'aperçoit qu'il y a quand même quelques artefacts, des ouvrages qui apparaissent et qui peuvent aussi... alors ça apporterait de la précision à certains endroits, mais à mon avis ça provoquerait des erreurs à d'autres endroits. Donc oui, c'est une possibilité, mais il faudra le retravailler, je pense. Et puis aussi, hein, passer d'une résolution à 25 mètres à une résolution de 5 mètres, j'alourdis ma base de données. Comment est-ce que vous avez obtenu la carte géologique numérique? Question se pose parce que
qu'on a acheté un certain nombre de dalles, en fait, ou un 50 millième, et c'est essentiellement là-dessus qu'on a travaillé. Ensuite, il y a quelques réinterprétations de notre part, d'autant que de toute façon il faut reclasser. Donc il y a certaines formations qui sont un peu retaillées. Mais ça, c'est effectivement le point le plus difficile à obtenir parce que effectivement, ça c'est une base de données qui est payante, malheureusement, parce qu'elle est quand même indispensable. Donc l'intérêt de ta méthode, c'était entre autres de cartographier non seulement les zones humides de fond de vallée, mais aussi les zones humides de pente ou de plateau. Ouais. Et donc des erreurs, elles sont surtout concentrées a priori sur les zones humides de fond de vallée. Par contre, sur les zones humides de pente et de plateau, ça a l'air bon. Oui. C'est ça. C'est vraiment à partir du moment où le relief commence à être soit très très. Tu as vu tout à l'heure, c'était un resserrement en fait, où tu avais l'interruption dans le linéaire en fait. C'est vraiment ces deux grands types d'erreurs liées au LNT, c'est celle-ci, et puis c'est également effectivement en tête de passage. Par contre, sur les plateaux, c'est bon. Sur les plateaux, on est bon. En plus, c'est une zone qu'on connaît bien, c'est notamment sur le Haut-Chaume des Monts du Forêt. Les tourbières, elles ont été écartées et recartées par l'équipe d'Hervé Culisol. On a une bonne connaissance de ces tourbières-là et on est plutôt bien. D'ailleurs, ça me fait penser que... Non, tu vas pas refaire le mais non. Regarde. Ça, c'est une vraie tourbière, parce que je ne vous ai pas montré de zone humide, en fait. Je voulais vous en montrer une, tout de même. Et ça, c'était pour l'anecdote, hein. Ça, c'est exactement un point sur lequel on est tombé aléatoirement. Donc, coup de chance, sur une petite tourbière bombée. Ça, c'est une des tourbières comme celle dont je parle, pour l'illustrer. Pierre, simplement, c'est en lien avec ça. Est-ce que vous avez comparé les données de cartographie de végétation avec les données du modèle? Les données de cartographie de végétation. Alors ça, pour l'instant, c'est en fait ce qui se passe tout à l'heure. Guillaume, tu as parlé de ce qui se faisait dans Carabe et notamment avec la végétation. Il y a cet effort-là, mais cette présentation, elle était indépendante de ça. Par contre, il y a d'autres travaux sur d'autres territoires où la méthode est couplée avec notamment la segmentation d'IGN et mise en parallèle avec tous les travaux du CBNMC notamment. En fait, c'est ce qu'a montré tout à l'heure dans le grand amphi Guillaume. Donc il y a effectivement ce travail. Par contre, là sur la zone, non, parce qu'on ne dispose pas encore de l'informatique. Mais ça va bientôt pouvoir être fait. D'accord, mais il y a déjà des cartographies qui existent, puisque... C'est vrai, ouais. Et là, sur le bassin, toute la vallée de la Gore, on a des cartographies où on pourrait... Alors, on a regardé ici, autant pour moi, parce qu'en fait, ça, c'est un premier travail qui a été fait pour le PNR, et la partie terrain considère une amélioration nette par rapport à ce qu'on avait déjà produit là-dessus. Et Guillaume, vous avez travaillé dans le cadre là, et effectivement, Céline, tu me dis si je me trompe, on a eu accès à vos cartographies et on a fait des comparaisons, effectivement. Je pose la question parce qu'en fait, on travaille depuis de voir sur une caractérisation aussi du potentiel en termes de milieu tourbeux, c'est encore un peu plus compliqué. Et c'était intéressant d'avoir un point de vue pour voir l'adéquation entre les cartographies, notamment Natura 2000 ou Current Biotope, dans le cadre des actions de gestion qui peuvent être liées à différents types de naturels. Et puis votre modèle, voir un petit peu s'il y avait 100% d'adéquation ou non, parce que là on est sur du surfacing, donc c'est intéressant de pouvoir comparer de surface, parce que là vous avez comparé des points et des surfaces. Avec ce que le CBNMC avait caractérisé comme étant des végétations humides, on a une bonne correspondance par rapport à ce qui a été humide. Ouais. Je l'ai pas chiffré. Mais c'est vraiment en ayant comparé visuellement les deux données, on est sur a priori sur des résultats qui sont assez satisfaisants. Pour une solution pour améliorer tes résultats statistiques, c'est en fait, je vais dire par exemple le cas du champ de maïs de la culture drainée, qui avait été modélisé en tant que zone humide, sur le terrain c'était sec. En fait, le modèle était bon, c'est juste que c'est le protocole terrain qui n'était pas bon, il a fallu prendre un point à l'intérieur, quelque chose de plus. qui ne prenne pas en compte la variabilité de l'eau. Alors, quelque chose de plus robuste. Alors celui-ci, je pense que c'est un. Alors j'ai pas l'info là. Tous les points qui ont été validés et ils ont été carottés par Arnaud Tourmont.
Donc les 21 points qui ont nécessité un déplacement sur le terrain, là il y a eu un carottage et il y a eu une vérification. D'un autre côté, c'est aussi un biais parce que c'est des informations qu'on a quand on va sur le terrain, qu'on n'a pas quand on fait de la photo-interprétation. Parce que de fait, la photo-interprétation, c'est uniquement sur la physionomie de la végétation, essentiellement sur ce qu'on voit. Alors qu'on s'est déplacé sur le terrain, on a vu, Arnaud, il a une certaine expertise là-dessus, il voit tout de suite, en fonction de la végétation qu'il observe, si a priori il est plutôt sur le limite, peut-être qu'on aurait dû s'arrêter là. Chacun des points a été sondé. Mais là, je ne peux pas dire si le point en question que j'ai montré là, honnêtement, je me rappelle.